Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'occasion faisant le larron, valeur ajoutée a saisi au vol le sommet de Dakar sur le financement des infrastructures du NEPAD pour inviter le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Donald Kaberuka. Bonjour. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre disponibilité et pour votre assistance à cette conférence convoquée par le président Macky à sa capacité du président du NEPAD. Il y a un gap de 38 milliards dans le financement des infrastructures du NEPAD. Que va faire la BAD pour combler ce gap? En fait, depuis une décennie, l'Afrique connaît une croissance de 6%. Vous le connaissez mieux que moi. Mais imaginez-vous si le continent ne souffrait pas de crise de l'énergie, s'il y avait suffisamment de moyens de transport, s'il y avait suffisamment de capacités maritimes. Ce continent ne sera pas à 6%, ce sera à 8, 9, 10%. C'est cela le défi. Alors, un gap de 52 milliards, aujourd'hui, toutes les sources confondues, la Banque africaine, le marché des capitaux, les gouvernements et la Chine, tout ensemble, on ne peut que trouver autour de 50 milliards chaque année. Mais en fait, le gap qui reste est équivalent, autour de 50 milliards. Mais voyez-vous, 50 milliards, ça peut vous paraître énorme, mais par rapport au marché des capitaux, c'est pas grand-chose. Il faut maintenant créer des mécanismes qui attirent les investisseurs privés, et avec les fonds publics comme moyen de levier, qui nous permet d'utiliser les fonds publics de façon plus intelligente. C'est tout ça le sens de la conférence de Dakar. Je pense que beaucoup d'entre vous vivent ici à Dakar. Et la Banque africaine est partie prenante dans le nouvel aéroport de Dakar, votre autoroute. C'est elle-même qui a conduit tout ce montage. Donc la banque a mis ses moyens propres du guichet public et du guichet privé. Mais c'est ces moyens, les compétences de la banque, qui ont amené d'autres partenaires privés et publics de ce social. Et grâce à cela, vous aurez bientôt donc un aéroport international de qualité, ainsi que cette autoroute. C'est ça l'avenir de financement des infrastructures. On aura toujours des projets qui demandent des fonds publics conséquents. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de projets qui sont déjà attractifs pour les capitaux privés sans assistance de qui que ce soit. C'est le cas de fibre optique, c'est le cas de fibre optique sous-marin et terrestre. Mais il y a entre les deux un espace qui demande à la fois des fonds publics et des fonds privés avec une combinaison intelligente, avec une régulation qui est au niveau. C'est cela qui va nous faire avancer dorénavant. C'est tout le sens de la création de fonds que vous connaissez très bien, qu'on vient de créer, le fonds 50, pour mobiliser les fonds privés dans ce domaine de l'infrastructure africaine. Donc c'est tout le sens de cette conférence. Et je pense que le président Macky a une très bonne idée de nous convoquer tous ici à Dakar, avant le sommet de Malabo, afin qu'on puisse se mettre dans cet espace où tout le monde va trouver sa place. Vous venez de le dire, Monsieur le Président, le fonds 50. En quoi ce fonds africain 50 est différent des autres fonds? À ce jour, je ne connais pas un fonds qui ressemble à Afrique 50. Il y a des fonds alimentés par les moyens publics, il y a des fonds privés, les private equity, dont la banque d'ailleurs lui-même est participant, mais ceci est différent. Et je m'explique. Il y a des différences à trois niveaux. Nous, les zones africaines, nous allons mobiliser l'épargne africaine pour financer les infrastructures africaines. Parce que ce jour, l'épargne africaine est investie où? Souvent à l'étranger. En ce moment, tous ces placements, vous gagnez combien? 1% et demi %. Donc nous disons, mobilisons l'épargne à long terme africaine pour financer des projets en Afrique. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, oui, l'épargne africaine, mais aussi l'épargne internationale. Associer l'épargne africaine à l'épargne internationale. Financer des projets qui sont viables sur le plan commercial, qui sont aussi projets du NEPAD. Chemin de fer Dakar-Bamako, chemin de fer Mombasa jusqu'à Rwanda, le rail entre Brazza et Kinshasa. Ce type de projets qui sont viables sur le plan commercial, mais qui demandent un outil qui d'abord diminue les risques, deux, qui associe l'épargne étrangère et africaine, et troisièmement, qui ne sont pas des projets politiques. Je voudrais insister. Ce sont des projets transformateurs, mais qui sont viables sur le plan commercial. Donc, nous avons déjà une bonne expérience à la banque qu'on va mettre à disposition d'Afrique 50. Mais alors, vous allez me poser la question, pourquoi pas la BAD? Bon, pour deux raisons essentielles. Nous sommes une institution qui est cotée AAA, qui est le plus élevé du monde.
Alors, toute institution avec cette cotation ont des limites qui ne peuvent pas dépasser sur le plan prudentiel. Ça, c'est très important. Alors, nous pensons qu'Afrique 50 n'aura pas ces contraintes. Il peut travailler avec une cotation A ou 2A, par exemple. Et ils peuvent aussi travailler sans des contraintes institutionnelles d'une organisation comme la Banque mondiale, avec tous ces délais, les études qu'il faut faire souvent. Donc, ils peuvent aller plus vite. Alors, c'est pourquoi la BAD s'associe au Fonds 50 Afrique comme sponsor, comme fondateur. Nous allons investir pratiquement 500 millions de dollars dans notre capital. Nous allons doter d'un fonds de 100 millions pour préparer des projets. Nous serons un actionnaire important pour Afrique 50, mais il sera indépendant. Je voulais insister là-dessus. Comment concilier l'épargne africaine et l'épargne internationale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se permettre de financer une grande partie du développement par l'aide étrangère. Donc, nous avons une épargne sur notre continent qui, en partie, peut aider à construire l'Afrique de demain. On n'a pas des chiffres qui vont entre 500 milliards à 1 trillion. Donc, même une petite partie, 10%, 15%, investie dans des véhicules appropriés comme on l'a créé, c'est cela l'idée. Mais, voilà ce qui est différent. C'est qu'avec cette épargne africaine, dans un instrument qui est sûr, qui donne un retour à l'investissement qui est intéressant, on peut retirer aussi des fonds étrangers. Et ensemble, on finance les infrastructures africaines. C'est l'idée qu'on discute ici à Dakar, cet après-midi. Nous sommes sur le point de l'incorporation. La banque va investir lui-même, en tant qu'institution, 500 millions de dollars. Capital investissement. Et nous allons doter aussi ce fonds de 100 millions de dollars pour préparation de projets. Comme vous l'avez entendu, c'est une question très importante de passer à une idée d'un projet à un projet bancable. Voilà, le Sénégal a son PSE, à l'image de beaucoup de pays africains. Objectif, atteindre l'émergence. Quel sera l'accompagnement de la banque pour ce faire? Mais c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Et là-bas, depuis sa naissance, a engagé 120 milliards de dollars sur l'espace africain. Aujourd'hui, moi, je vous parle, beaucoup de pays qui étaient financés sur le guichet dit soft de la Banque africaine sont gradués vers le guichet commercial. Je ne dis pas que c'est grâce à la BAD seulement, mais la BAD y a contribué. Alors, je pense qu'il faut reposer la question autrement. Si nous étions aujourd'hui à 1990, nous serions dans la logique de nord-sud. Vous vous souvenez, vous les journalistes, pas de tiers-monde, nord-sud, c'est une logique qui est finie. Le monde aujourd'hui a changé radicalement. Nous sommes dans un monde de nord, sud, ouest, est. Il y a des richesses, il y a des pôles de croissance, il y a aussi des problèmes de pauvreté dans ces zones-là. N'oubliez pas que, en termes absolus, le nombre de pauvres le plus élevé, c'est en Inde et en Chine, jusqu'à ce jour. Je dis en termes absolus. Mais en termes de croissance, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est le nord. Le deuxième changement important depuis 30 ans, c'est tout ce phénomène de chaîne de valeur. Fini l'ère où on disait Made in China, Made in France, Made in Germany, Made in Italy. C'est fini cela. Aujourd'hui, pratiquement, chaque produit que vous touchez, il est fabriqué partout. J'ai vu certains d'entre vous dans un iPad. Je pense que cet iPad est fabriqué dans plus de 100 pays. Il est à la fin dans un pays où on le met ensemble, mais il est fabriqué partout. Donc le phénomène de Made in, il est fini. C'est le phénomène de chaîne de valeur. Donc à chaque pays de se poser la question, dans quelle partie de chaîne de valeur j'ai un avantage comparatif pour m'insérer à l'intérieur. Donc l'émergent, c'est cela. L'émergent, c'est identifier votre force, identifier les chaînes de valeur où votre pays peut s'insérer. C'est ça la force de demain. Pour terminer, voyez-vous, je donne souvent un exemple. Quand les Européens sont mis ensemble pour fabriquer l'Airbus, vous savez le problème? C'est que l'Europe à ce moment avait tellement de petites compagnies nationales de fabrication des avions. British Aerospace, Fokker, il y avait Saab, il y avait bien d'autres. Aucun d'eux pouvait faire concurrence à Boeing ou McDonnell Douglas. Alors, ils ont fondé un projet Airbus, que souvent beaucoup de gens pensent qu'il est fabriqué à Toulouse, pas du tout. C'est le produit final qui est rassemblé à Toulouse. Mais cet Airbus est fabriqué partout, dans tous les pays de l'Europe et au-delà, même en Chine, une petite partie en Afrique du Sud. L'émergence, c'est cela, c'est les chaînes de valeur globales et régionales. Alors c'est pourquoi nous pensons que la seule moyen d'aider l'Afrique à s'insérer à l'intérieur, c'est les infrastructures,
nationale et régionale. Mais j'ajoute aussi, il ne suffit pas d'avoir des infrastructures, il faut que les gens circulent librement. Il faut que les talents circulent. Et je ne dis pas qu'il faut que les lois de l'immigration soient bafouées, non pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a les moyens digitaux de savoir qui est qui fait quoi. Donc, que ce marché se mette en environnement, ce sera l'émergence. Mais encore? Vous savez, il y a dans les années, début des années 90, j'étais un jeune étudiant. La Chine connaissait alors ce qu'on appelle la révolution culturelle. Le pays était en souffrance énorme. Quand j'étais à l'université, les gens parlaient de l'Asie misérable. Hein? Il n'y a pas longtemps, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, crise financière, crise de guerre, c'était un continent à misère. On a parlé longuement de l'Afrique à misère. Mais aujourd'hui, le monde change. Donc, l'Afrique émergente, ce n'est pas pour le donner, l'Afrique émerge déjà. Nous avons des pays comme l'Éthiopie, qui pendant les années 70, c'était vraiment l'épicentre de la famine. Aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est pratiquement la troisième puissance économique africaine, avec un taux de croissance pratiquement à la chinoise. Alors, je crois qu'il faut que les Africains commencent à dire, nous avons des problèmes, mais nous savons où on va, clairement. Donc l'émergence, c'est arriver à revenu par habitant au-delà de $1000 par personne, quand tout le monde en parle. S'il faut aller à 5 millions, 10 000 $ par personne par habitant, mais bien partagé, avec des économies transformées, c'est ça la croissance et la transformation. Les fonds des migrants atteignent aujourd'hui des sommes faramineuses. Comment peut-on coopter ces fonds pour le financement des infrastructures en Afrique? Non, je pense qu'on en a parlé depuis longtemps, donc ce n'est pas nouveau. Je pense que vous connaissez bien les chiffres donc, en termes d'importance. L'aide publique au développement, 50 milliards. Les fonds des migrants, je pense que nous sommes à 62 milliards. Et l'investissement public étranger, direct étranger, nous sommes autour de 80 milliards. Donc c'est une source très importante. Mais il faut maintenant le canaliser effectivement vers les projets de transformation. Les outils financiers, il y en a, y compris ceux que la banque met en place. Donc c'est un des moyens effectivement qu'on va essayer de canaliser, comme le fait dans le temps les Brésiliens avec les immigrants brésiliens qui étaient au Japon. Donc voilà. Monsieur le Président, outre les fonds des migrants, il y a aussi les fonds dormants. D'ailleurs, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Carlos Lopez, a dit que ces fonds pourraient être utilisés pour le financement des infrastructures. Je ne sais pas ce que vous appelez les fonds dormants. Il faudra qu'on en parle un peu plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une épargne sur le continent africain aujourd'hui. Donc pratiquement, je peux connaître en français 1 trillion. Alors, la moitié, c'est pratiquement des réserves des banques centrales. Bon, ces réserves sont importantes parce qu'on ne sait pas de quoi demain est faite l'économie internationale avec ses soubresauts. Il faut avoir toujours un matelas de protection. Donc c'est important sur le plan de la stabilité macroéconomique. Donc, il ne faut pas être trop léger sur les réserves bancaires. Faire attention. Mais au-delà, il y a l'épargne à long terme dans nos compagnies d'assurance, les fonds de pension, même les pays qui commencent à créer des fonds souverains. Tout ce qu'on dit, c'est très bien d'investir tout ça à l'étranger pour 1,5%, mais on peut aussi investir en Afrique pour 5, 6, 7%, de retour à l'investissement. C'est ça qu'on dit. Maintenant, quand il faut prendre le saut 1 trillion pour voir la Banque centrale, le fonds de pension, combien d'assurance, fonds souverains, il faut aller pays à pays, en faisant attention, j'insiste là-dessus, sur l'aspect macroéconomique du rôle fondamental des réserves bancaires, qu'il faut toujours avoir au minimum. En général, c'est pour les pays qui l'avaient un peu plus, mais avec les subventions internationales, ça ne veut pas dire avoir un peu plus, c'est de cela que vous parlez. Mais dans l'ensemble, nous avons une épargne assez conséquente sur notre continent. Agriculture, entreprise, industrie, finance, management, l'économie sur Radio Sénégal a un nom. Valeur ajoutée. Le baromètre de l'économie du Sénégal. Valeur ajoutée, Khalifa Al-Koulibaly, Donald Kaberuka, président du groupe de la BAD. Monsieur Kaberuka, la BAD a été interpellé à l'ouverture du sommet sur la durée de réalisation des projets. En termes d'accompagnement, qu'est-ce que la banque va faire pour pallier cela? Écoutez, d'abord je vais vous dire ceci. C'est vrai que les organismes internationaux, en général, prennent un peu de temps
depuis la conception d'un projet et le financement à l'achèvement. Mais ce que je voulais insister, ce n'est pas souvent la faute des institutions elles-mêmes. Je vous donne un exemple. Quand on donne un crédit à un État, ce crédit doit être ratifié par le Parlement. Souvent, le processus de ratification prend 1 an. Et là, la BAD n'y peut rien. Donc, je pense qu'il y a le rôle des États et des organismes financiers internationaux. Il faut se mettre ensemble. En plus, il vient le processus de l'acquisition des marchés qui est encore le rôle des États. Ce n'est pas la BAD ou la Banque mondiale. Tout ce que la BAD fait, c'est dire oui, le procès a été bon, c'est la bonne gouvernance, c'est aux normes, ok, la non-objection. Mais ce n'est pas la BAD qui fait les actions du marché, c'est encore les pays. Donc il faudra que les organismes de financement et les États se mettent ensemble pour régler ces problèmes qui sont souvent internes. Mais alors vous avez raison, c'est que, par exemple, sur les barrages, grands barrages, ou les projets de charbon, il y a des normes qui nous exigent des études approfondies, qui prennent du temps souvent, mais qui malheureusement s'avèrent importantes et nécessaires qu'on doit faire. C'est pourquoi donc entre la conception des barrages hydroélectriques et commencer à poser la première pierre, ça peut aller de 4 à 5 ans. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais c'est pour des raisons des études sur l'environnement, le plan social, de l'ingénierie qui prend un peu de temps, c'est voilà. Le NEPAD a aujourd'hui 10 ans d'inutilité pour d'aucuns. Quelle est votre évaluation personnelle? D'abord, le NEPAD, c'était une vision d'une Afrique qui se prend en charge. Ce n'était pas une liste de projets. C'était d'abord une vision d'une Afrique qui se prend en charge. Je pense que personne ne peut nier aujourd'hui que l'Afrique est sur la bonne voie de se prendre en charge. Il y a des problèmes ici et là, il y a des guerres civiles, des conflits et autres, mais l'ensemble, l'Afrique aujourd'hui connaît où il va, même s'il y a des soubresauts de temps en temps. Mais il y avait des outils de développement infrastructure. C'est vrai qu'à l'époque, le nombre de projets qui avaient été cités comme prioritaires, 70 milliards de dollars, et Horizon 2020. Aujourd'hui, nous sommes en paix en arrière par rapport aux objectifs fixés, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et alors, je pense que la conférence de Dakar, c'est pour nous aider à aller plus vite, parce que 2020, c'est demain. Justement, vous avez parlé de vision 2020. 2020, c'est dans 6 ans et les fonds ne sont pas encore en place. Aucun engagement financier n'a été pris à Dakar, si ce n'est les 500 millions de dollars de la BAD. Alors, il faudra combiner plusieurs choses. Ce qu'on dit ici, c'est que le gap entre les besoins de l'Afrique, est-ce que toutes les sources dans leur ensemble peuvent mettre en place? Et nous avons un gap de tout entre 45 et 45 milliards et 50 milliards chaque année. On ne va pas les trouver dans les caisses des États. On peut les trouver par la voie de l'aide publique au développement. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil qui aident, mais nous allons les trouver sur les marchés des capitaux étrangers, mais aussi Afrique. Mais il faut qu'il y ait des instruments pour le faire. Par rapport à la disponibilité de l'épargne aujourd'hui sur le marché, c'est pas grand-chose. Mais il faut rassurer les épargnants que l'argent est en sécurité, qu'il y a le retour à l'investissement. C'est l'Afrique 50 qu'on crée ici aujourd'hui. 100 millions pour préparation des projets. Nous avons investi 500 millions pour l'equity. Oui. Et nous allons inviter les États africains, des agences africaines, des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, de se joindre à nous pour investir en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ils investissent essentiel à l'étranger. Nous souhaitons que cette épargne serve à construire l'Afrique. Mais il faut que les gens soient sûrs quel est l'argent et dans les mesures. Tous les garanties nécessaires. Parce que ce sont des gens qui font des fiduciaires, des fonds de pension, ce n'est pas l'argent, c'est l'argent des autres. Donc le modèle financier qu'on a présenté donne toutes ces garanties. Certains aussi pensent que le NEPAD est surchargé. Le NEPAD, ce n'est pas un ensemble de projets, c'est une vision de développement. Donc de dire qu'il est surchargé, je ne comprends pas très bien. Moi je pense qu'il a l'ambition de l'Afrique, il a la hauteur de ce que l'Afrique souhaite. Mais est-ce qu'on a les moyens d'y arriver? C'est ça qu'on est en train de travailler pour les mobiliser. Il ne faut pas quand même empêcher les Africains de rêver d'une Afrique meilleure en disant que c'est surchargé. Les Africains, comme on dit en anglais, doivent think big. Il faut penser loin. Et il faut avoir des ambitions. Donc je pense que le NEPAD tel qu'il était conçu au départ, c'était la voie à suivre. Il y a la question de l'appropriation par les populations. Elles ne connaissent pas ces populations, je veux dire, le NEPAD. Bon, s'il n'y a pas l'appropriation par les populations africaines, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y travaille parce que si le peuple eux-mêmes ne s'approprie pas cette division, ce n'est plus une division. Alors, je ne sais pas si c'est le cas partout, ou c'est dans certaines régions, dans certains pays, mais tant que je sache,
Le mot n'est pas de jeu, il rime avec la rêve de l'Afrique de demain. Les pères fondateurs du NEPAD, entre autres Obasanjo et Abdoulaye Wade, sont tous absents du sommet de Dakar. Ne fallait-il pas leur leadership pour le financement des infrastructures? Nous devons être quand même un peu prudents. La vision africaine va au-delà d'un tel leader, c'est une rêve des Africains. Parce que les chefs d'État, les leaders, ils viennent et partent. Suivant les élections, les cycles électoraux. Mais la vision des Africains, les ambitions des Africains ne changent pas. Donc, s'il y a quelque chose à corriger, on le corrige. Mais on ne jette pas le bébé, l'eau et le baignoire. Parce qu'un tel chef d'État est parti. Donc, il faut plutôt rester sur le même cap, corriger ce qu'il y a à corriger, mais maintenir les ambitions de l'Afrique. Outre les infrastructures, M. Kabarouka, sur quoi le NEPAD doit-il mettre l'accent pour les années à venir? Bon, j'espère que je me fais comprendre. Le NEPAD, ce n'est pas un ensemble des infrastructures. C'est une division de l'Afrique qui se prennent en charge dans tous les domaines, agriculture, santé, éducation, infrastructure, politique étrangère. C'est une erreur faite par beaucoup de journalistes et partant en disant parce que les projets ne sont pas à jour, donc on n'est pas d'échouer. Je suis pas d'accord avec cette analyse. Agriculture, entreprise, industrie, finance, management, l'économie sur Radio Sénégal a un nom. Valeur ajoutée. Le baromètre de l'économie du Sénégal. Valeur ajoutée, Khadifal Koulibaly, Donald Kabarouka, président du groupe de la BAD. Monsieur Kabarouka, l'Afrique semble aujourd'hui afficher une bonne croissance au vu des taux qu'elle affiche chaque année, 7-8%. Est-ce bien ou peut-on mieux faire? Vous êtes encore assez jeune, mais connaissez-vous ce qu'on appelle la décennie perdue? Connaissez-vous ce qu'on appelle les années d'afro-pessimisme, où le taux de croissance est négatif, donc inférieur au taux de croissance démographique. Donc l'Afrique s'appauvrissait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est pas dit qu'on n'a pas encore de problème. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en termes absolus, le nombre le plus élevé des gens pauvres sont en Chine et en Inde, malgré 2 décennies de croissance en 2 chiffres. Donc nous sommes partis de loin, nous avons une taux démographique galopante, donc même avec un taux de croissance de 6%, nous avons encore un long chemin à faire. Ça, c'est la première question. Deuxième, le taux de croissance à lui est très bon, mais il faut qu'il s'accompagne d'une transformation de la structure de l'économie. C'est là où on a encore des challenges. Quel challenge donc? La transformation de l'économie passe par, en enlevant les gros étranglements, en commençant par l'infrastructure. Un pays qui n'a pas d'énergie, ou qui paye 50 cents par kilowattheure, où la moyenne en Afrique par habitant c'est combien? 125 kWh par personne par an. La moyenne européenne est de 12 000. Donc on doit commencer au commencement. C'est pourquoi les infrastructures énergétiques, les ports maritimes, les chemins de fer sont très cruciales. Ça baisse le coût de faire les affaires. Ça tire les industries étrangères. C'est ça la base même de la transformation. Et sur le plan politique, on note une certaine instabilité dans certains pays. Est-ce que cela ne fausse pas le jeu? Vous savez, il faut que les Africains aussi cessent de se faire de autoflagellation. Est-ce que vous savez combien de coups d'État militaire a connu le Thaïlande? Les gens me disaient tout à l'heure qu'ils comptent une dizaine. Est-ce que vous savez l'instabilité qu'a connue l'Amérique latine? Le Portugal, il n'y a pas longtemps. L'Espagne, pendant l'ère de Franco et des militaires. Que voulez-vous dire par là, Monsieur le Président? Cessez de penser que l'Afrique est une exception. L'Afrique a connu des soubresauts politiques difficiles. Il a connu des crises majeures. On en connaît encore en Somalie, en République centrafricaine et ailleurs. Mais l'ensemble de l'Afrique n'est pas en crise. Il n'y en a que 10% de population qui vit dans les pays en crise. Mais l'ensemble du continent fait son chemin, petit à petit. Il ne faut pas qu'on continue à donner cette image de l'Afrique misérabiliste, qui souffre, qui ne sait pas où il va. Je ne partage pas ces mesures. Mais l'Afrique est constituée de micro-États qui vivent d'aide et de crédit. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez les micro-États. Il y a beaucoup de micro-États dans le Pacifique et dans les Caraïbes. Bon, en Afrique, il y a quelques pays de petite taille, par population ou par surface. Mais moi, je préfère parler de l'intégration économique africaine, le marché unique africain. Que ce soit les grands pays ou les petits pays, on en a tous besoin. On a tous besoin, on y travaille. Donc, le plan de marché unique africain, c'est là qu'il doit s'accélérer. Alors, ça passe par les infrastructures, mais aussi d'autres choses. La circulation des biens de personnes, lever les barrières physiques, etc. Mais là, pour ce qui est des biens, on ne sait pas. Vous savez, tous les pays du monde, à un moment donné, étaient très pauvres.
On a pays qui ont placé il n'y a pas 40 ans. Il n'y a pas 30 ans. Les États-Unis, ça a commencé quand il y a quelques décennies, il y a quelques siècles. Donc, tous les pays du monde, à un moment donné, étaient des pays pauvres. Ils ont commencé comment? Par un accès au marché des capitaux et au commerce international. Et c'est par voie d'un travail comme on fait aujourd'hui qu'on arrive à joindre aux chaînes de valeur commerciale mondiale et à transformation pour les économies. Il y a aussi le clivage nord-sud. Dans chaque région, il y a des munitions économiques, on sait beaucoup de proches de peuples. Donc, je pense que l'Afrique maintenant commence à se joindre à ce mouvement, comme l'a fait l'Inde à partir des années 90, comme l'a fait la Chine depuis une trentaine d'années. Donc, je pense qu'il est bien aussi pour le monde, l'Afrique du Sud, le nord qui est florissant, c'est qu'aujourd'hui, on a des pôles de croissance partout, on a des postes de résistance de pauvreté partout, et surtout en Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, notre continent, c'est le deuxième continent en termes de croissance, après l'Asie. Et je pense que notre dynamique que je vois autour de nous, c'est le continent de demain, c'est pas vraiment un slogan. Merci à vous, M. Kaberuka, d'avoir répondu à l'invitation de Valeurs Ajoutées. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention.